Est-ce que c'est vraiment Stan Lee qui a créé Marvel? C'est une question qui paraît simple, mais vous allez voir que la réponse l'est absolument pas. Marvel, c'est la franchise qui rapporte le plus de toute l'histoire des industries culturelles. Et c'est vraiment impressionnant. Même Star Wars, Harry Potter ou James Bond sont hyper loin d'atteindre les chiffres des productions Marvel. Et pour comprendre tout ça, on va d'abord parler un petit peu de l'histoire de la création de Marvel, et surtout du parcours d'un homme, Stan Lee, ou Stan Lieber de son vrai nom, parce que c'est à lui qu'on attribue la création de l'univers Marvel. Et Stan Lee, c'est une icône, c'est limite une figure héroïque dans la tête des fans de Marvel. Il est né dans une période particulière aux États-Unis, celle de la Grande Dépression, période de grosse crise économique qui a duré de 1929 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pas une période hyper marrante. Stan Lieber, c'est le fils de 2 réfugiés juifs roumains qui ont fui l'antisémitisme en Roumanie à la fin du XXe siècle. Il a été élevé dans une classe populaire moyenne, avec un père qui était tailleur, qui fabriquait des robes, et sa mère qui travaillait comme vendeuse. Les choses ont commencé à devenir un peu plus difficiles pour la famille quand la crise économique s'est installée, parce que Jack a perdu son boulot, et forcément c'est la famille entière qui avait beaucoup de mal à boucler les fins de mois. Qui dit difficultés financières dit déménagement, et ils vont devoir quitter Manhattan pour un appartement plus petit dans le Bronx. Et cette période, elle est vraiment pas simple, parce qu'elle va créer des tensions entre les parents de Stan Lee. Stan, il disait de son père que c'était pas un homme facile, il le décrit comme une personne austère qui le jugeait beaucoup et qui montrait pas vraiment son amour. Et ça se retrouve dans la personnalité et la motivation de Stan Lee. Il y a ce truc où on sent qu'il voulait faire mieux que son père. Et ça, il en parle notamment dans un livre, Excelsior. Dans le premier chapitre de ce livre, il dit que sa première motivation dans la vie, c'était qu'on puisse pas se passer de lui professionnellement. Il voulait avoir suffisamment de succès pour subvenir aux besoins de sa famille. Quand il arrive au lycée, il va enchaîner plusieurs petits boulots. Il vend des journaux, il livre des sandwichs, mais dès qu'il a du temps pour lui, il l'utilise pour une chose, lire. À cette époque-là, son rêve, c'est de devenir un romancier, et il voue une admiration sans faille à l'écrivain Mark Twain. Une fois qu'il a eu l'équivalent de son bac à 16 ans, il va être embauché par Timely. Alors évidemment, il va démarrer tout en bas de l'échelle, en passant le balai et en servant des cafés et des sandwichs, et parfois, il a l'opportunité quand même de relire certaines histoires et de faire des illustrations, tout ça pour 8 $ par semaine. Une année passe dans ce petit boulot, et Martin Goodman, qui gère la structure, se dit quand même: il est pas con le Stan là, on devrait l'intégrer un peu au processus créatif. À partir de là, Stan, on va vraiment commencer à lui demander son avis sur les histoires, et la boîte commence à intégrer ses idées, donc très cool pour lui. En 1940, ils vont même jusqu'à lui demander d'écrire une nouvelle pour Captain America, le nouveau comics à succès édité par Timely. Et c'est en écrivant cet épisode qu'il va inventer un des gestes caractéristiques du personnage, le jet de bouclier. À partir de là, on va lui confier plein de missions d'écriture, et comme son boulot marche super bien, à seulement 18 ans, il a un poste d'auteur. Et en soi, c'est cool, il est content, mais lui, dans sa tête, il espère toujours secrètement finir romancier. Il s'en fout de Captain America. C'est à cette même période qu'il va changer son nom pour passer de Lieber à Lee, parce qu'il avait peur que personne ne veuille publier ses romans si on apprenait qu'il faisait des comics. Parce qu'à cette époque, c'était pas vu comme un truc intéressant, les comics. Au final, écrire ce genre d'histoire, il y prend goût, et il va continuer à faire ça jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale éclate. Et là, évidemment, gros chamboulement dans sa vie, il s'engage dans l'armée, et il va être assigné au pôle des télécommunications et télégraphes. Malheureusement pour lui, il va commettre une petite erreur qui lui vaudra d'être réorienté dans la section audiovisuelle, où on lui demandera d'écrire des manuels, des slogans, et même des films. Après la guerre, Stan y retourne chez Timely, et il récupère le poste de rédac-chef et directeur artistique pour la partie comics. Il va se marier, devenir le père de 2 enfants, John et Jan. Malheureusement, et c'est assez terrible, il va vivre l'horreur, puisque Jan ne vivra que 3 jours, et la femme de Stan n'était plus en mesure de concevoir des enfants après ce drame-là. Bref, gros drame personnel, et pour combler émotionnellement, Stan, il se met à fond dans le boulot. À cette époque-là, Timely Comics change de nom pour devenir Atlas Comics. Ils changent complètement de stratégie, et ils vont se mettre à publier en masse, en préférant la quantité à la qualité. Et du niveau des comics qu'ils publient, ça marche pas très fort. Tout simplement parce que les adultes se plaignent. Et forcément, ils trouvent ça trop violent pour leurs pauvres enfants. Ils ont peur que ça soit une trop grosse mauvaise influence qui encourage des mauvais comportements chez l'enfant et tout, rendez-vous compte. Très clairement, à cette époque-là, on avait le droit au même débat de boomer qu'on a avec les jeux vidéo aujourd'hui. Stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now common. Et ça fait beaucoup de bruit cette merde, parce qu'il y a carrément des rassemblements organisés pour brûler des comics. Je paierais cher pour voir ça aujourd'hui. Et autant au début Atlas continue à publier en s'en foutant complètement des rageux, il y a un moment ils vont avoir un problème. Et ce problème il est sous la forme d'un livre. Ce livre il s'appelle Seduction of the Innocent, sorti par le psy Frederick Wertham en 1951. Et dans ce livre il explique que la violence augmente chez les enfants de cette génération et que d'après des études très sérieuses, cette augmentation serait corrélée avec la lecture de comics. Bon, c'est vrai que c'est pas du tout comme si on sortait d'une putain de guerre mondiale. Et donc là, ça y est, tout le monde est convaincu que les comics c'est mauvais pour les enfants. Et forcément, ça a un effet assez radical sur cette industrie culturelle. Les ventes s'effondrent. Ça va même avoir des échos politiques pour savoir s'il faut interdire les comics. L'impact, il est tellement énorme qu'il y a des dizaines de maisons d'édition qui mettent la clé sous la porte. Et celles qui persistent passent entre les mains d'un comité
comité de censure strict, je vous jure que c'est vrai. Ce comité, c'est le Comics Code Authority et il est là pour s'assurer que les histoires publiées ne vont pas froisser les parents et les personnalités publiques. Ce comité d'ailleurs, il sort pas de nulle part, il s'inspire du Code Ice qui fait la même chose avec les films hollywoodiens. Les comics, ils sont donc étudiés avant leur publication et approuvés ou non en fonction de leur contenu. Et je vous donne les critères parce que c'est vachement intéressant. Pas de représentation de la violence excessive ni de la sexualité. Il ne faut pas se moquer des figures d'autorité. Alors celle-là, elle me fait marrer parce que franchement, de la part des États-Unis en mode oh la liberté machin et tout, c'est gonflé de fou malade. Le bien doit toujours triompher du mal. Pas droit aux vampires, aux loups-garous, aux ghouls et aux zombies. Donc déjà les comics d'horreur. Finito. Pas le droit de faire de la pub pour le tabac, l'alcool, les armes et les posters et cartes de pin-up dénudées. Et enfin numéro 6, interdit de se moquer ou d'attaquer une ethnie ou une religion en particulier. Alors vous allez me dire, là on parle d'histoire donc c'était ancien, mais le CCA n'existe plus que depuis 2011. Pour en revenir au sujet, à la fin des années 50, Atlas existe toujours et se porte pas trop mal. Mais Stan Lee, lui, il a envie de se tirer. Bah, et ça fait longtemps qu'il est là, il en a marre, le boug. Il va prendre rendez-vous avec Martin Goodman pour lui annoncer qu'il a envie de se tirer. Et là, paf, surprise, le mec lui propose un tout nouveau poste et lui demande de créer une Ligue des Justiciers pour concurrencer les comics DC, qui sont à l'origine de la Ligue des Justiciers. Pour rappel, la Ligue des Justiciers, c'est une équipe de 7 super-héros qui combattent les vilains en équipe. Dans la Dream Team, on a Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman et bien sûr l'incroyable John, qui est évidemment celui qu'on préfère tous. Nope. Bon, le projet, il plaît pas mal à Stan, mais il a quand même envie de quitter la boîte. Parce qu'en fait, aucune des histoires qu'il a écrites pour Atlas depuis son retour de la guerre n'a vraiment marché, et il a un peu l'impression de gâcher son talent. Et c'est sa femme qui va l'encourager à rester pour écrire un dernier livre, pour la simple et bonne raison que, bon, s'il compte se barrer, il a rien à perdre si jamais le livre plaît pas au Big Boss. Et en même temps, s'il arrive à faire un dernier truc qui lui plaît, ça peut lui donner envie de rester dans la boîte. Donc bon, c'est tout bénef. Stan, il commence à se creuser les méninges, et il a très vite l'idée d'un nouveau groupe de super-héros. Et à l'inverse de Superman ou Captain America, ces super-héros-là, ils seraient pas incroyablement forts et beaux, mais ce seraient des gens avec des fêlures, avec des vrais problèmes, un peu comme les vrais gens. Sauf qu'à cette époque-là, on continue à faire des comics qui peuvent plaire aux enfants sans les brusquer et qui doivent faire l'unanimité. Donc on creuse pas beaucoup la psychologie et les failles des personnages. Et pour obtenir de l'aide, Stan, il va se tourner vers un autre auteur de comics, c'est Jack Kirby, un des artistes les plus célèbres de l'univers de la BD aux États-Unis. Il a que 5 ans de plus que Stan Lee à l'époque, mais il a déjà beaucoup d'expérience, et surtout Kirby, c'est le co-créateur de Captain America. Ensemble, ils vont créer le collectif des 4 Fantastiques, composé de 4 astronautes qui s'appellent Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm et Ben Green. Ils ont tous obtenu leur super pouvoir après avoir été exposés à des rayons cosmiques. Il va se passer 1 an de travail avant de publier le premier volet de cette saga, et c'est tout de suite un succès immense. D'ailleurs, c'est même un des meilleurs chiffres d'Atlas depuis de nombreuses années, et pour la première fois, la maison d'édition commence à recevoir des courriers de fans qui viennent de lecteurs un peu plus âgés. Et la raison, elle est simple, c'est que c'est la première fois que des adultes peuvent s'identifier un peu plus à des personnages de comics, parce que ces personnages, ils sont comme eux. Ils traversent des ruptures, ils ont des problèmes de famille. Grâce à ce succès, Stan, il reprend un peu la conf, et il se dit qu'il est capable d'écrire de nouveaux comics. Donc ils vont continuer à bosser ensemble avec Jack Kirby, et ils vont créer Hulk, en s'inspirant de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et de Frankenstein en 1962. Hulk, c'est l'histoire d'un scientifique, le Dr. Banner, qui s'expose à des rayons atomiques un peu violents. À cause de ça, il se transforme génétiquement dès qu'il est en proie à des émotions un peu fortes, et il devient le gros monstre vert totalement in shape. Le comics va connaître un succès immédiat, et il est un peu vu comme un manifeste anticonformiste. Beaucoup de fans vont s'identifier au personnage du Dr. Banner, et c'est à ce moment-là que Stan va encourager la boîte à trouver un nouveau nom pour le côté comics, qui va s'appeler Marvel. C'est après ça que les autres personnages de Marvel vont naître progressivement, les X-Men en 1963, les Avengers la même année et Black Panther en 1966. En fait, il y a pas mal de personnes qui sont intéressées en profondeur à l'histoire de Stan Lee, et notamment un journaliste et auteur qui s'appelle Abraham Riesman, qui a sorti une biographie de Stan Lee en 2021, biographie qui s'appelle True Believer, The Rise and Fall of Stan Lee. Dans ce bouquin, il a interviewé plus de 150 personnes qui gravitaient dans son cercle proche pour avoir des infos intéressantes sur le bonhomme. Et c'est comme ça qu'on a appris plein de trucs. Par exemple, entre 1961 et 1970, à partir de l'époque du Hulk, Stan Lee bossait en partenariat avec plein d'auteurs de comics. Et c'est avec eux qu'il a créé les personnages et les histoires qui sont devenus la base de l'univers de Marvel. They would have been nothing if not for the artists I worked with. It was a partnership. Pendant des décennies, Stan Lee, il était vu comme l'éditeur et auteur principal de Marvel, et donc dans l'esprit collectif, c'est lui qui avait toutes les idées et qui les refilait ensuite aux artistes pour la partie dessin. En fait, ce que Stan disait, c'est que c'était lui qui était le créateur et qui avait les idées de départ, et que donc c'était lui qui avait donné naissance à tous les personnages et à toutes les histoires. Mais en vérité, les choses sont
pas si simple. Ce qu'Abraham Riesman a soulevé et qui soulève des très gros débats, c'est des questions sur la place des autres auteurs dans la création de Marvel. On va un peu parler de Jack Kirby ici, dont on a parlé plus tôt dans la vidéo. C'était un très grand auteur et créateur de comics, mais c'était aussi quelqu'un qui était capable de tout prendre en main dans une BD, du début à la fin du processus créatif. Il a eu un certain impact dans l'univers des comics parce qu'il a bossé sur Captain America, mais il a aussi créé le concept des comics romance, qui est un style de BD qui s'est classé parmi les meilleures ventes dans les années 50. Comme le nom l'indique, c'est des comédies romantiques en version BD, et c'est réservé aux adultes parce qu'il peut y avoir du contenu un peu olé olé. Il y a une série très connue à l'époque qui s'appelle par exemple Young Romance et qui cartonne, ou encore In Love. Il a bossé pour Marvel dans les années 40-50, puis il est revenu en 58 et en 61 pour travailler sur les 4 Fantastiques avec Stan Lee. Et quand on regarde les choses en détail, il n'y a aucune preuve que ce soit Stan Lee qui ait vraiment créé tous les personnages des comics sur lesquels ils ont bossé ensemble. En fait, pendant des décennies, toute la presse et le public ont pris les mots de Stan Lee au pied de la lettre et du coup ils l'ont établi comme le grand créateur magique de Marvel. En fait, il n'y a vraiment aucune preuve que ce qu'il raconte est vrai, parce qu'il n'y a aucune preuve écrite des différents briefs qui auraient pu être faits au dessinateur, pas de présentation, pas de moodboard, rien. Mais on peut au moins avoir des doutes. Et ces doutes, ils mènent à s'interroger sur Jack Kirby, assisté d'autres auteurs-dessinateurs évidemment, mais parce qu'il était très fort pour créer des personnages. Du coup, il y a des théories qui mettent en avant le fait que serait lui le créateur de plusieurs personnages originels de Marvel, que ce soit pour les X-Men, les Avengers, Black Panther, etc. En fait, si on exclut les comics Marvel sur lesquels il bossait avec d'autres personnes reconnues comme Jack Kirby ou Steve Ditko, Stan Lee en soi, il a jamais rien créé de lui-même et eu de la valeur durant sa carrière. Alors que Jack, il a quand même co-créé Captain America quand il était tout jeune. Et après avoir bossé pour Marvel, il a bossé pour DC Comics et il a créé plein d'autres personnages qui existent encore aujourd'hui, comme par exemple Darkseid qui apparaît dans Superman ou le démon Etrigan qui apparaît dans Jason Blood. Il apparaît aussi dans plusieurs Batman et dans la Ligue des Justiciers. En fait, Jack, c'était quelqu'un qui était capable de générer plein de personnages et d'histoires à la volée à un ratio assez impressionnant. Et d'ailleurs, à chaque fois que Stan n'avait pas Jack sous la main ou un autre collaborateur talentueux comme Steve Ditko qui était aussi dans son équipe, et ben il n'arrivait pas à créer des trucs qui laissaient une trace notable. Je sais que c'est dur ce que je dis. C'est difficile de savoir exactement quel était le rôle de chacun parce qu'à l'époque ils communiquaient pas sur Slack les mecs, mais on sait que Stan Lee il écrivait pas en se basant sur un script. Il travaillait pas comme un auteur de BD traditionnel en suivant un processus de création bien normé. Les gens qui l'ont côtoyé de près n'ont jamais entendu Stan Lee donner des intentions très claires et dire des trucs du style ok c'est ça que je veux visuellement et là c'est les mots qu'on va voir écrits dans les bulles. Lui il appliquait sa méthode Marvel et en gros cette méthode elle laissait énormément de liberté aux différents contributeurs, ce qui donnait des situations où par exemple Stan avait une conversation à propos du livre qu'il avait en tête avec un artiste auteur. We're gonna do a monster, but you know, I want you to draw me a sympathetic monster, kind of a good-looking monster that a reader can take to. Cet artiste-là, il gardait quelques points issus de cette discussion, et puis il rentrait chez lui pour bosser. Il faisait toute la conceptualisation de l'histoire en la dessinant étape par étape, et il laissait même des notes dans les marges qui disaient des trucs du genre « Eh, je pense que là, le dialogue, ça devrait être quelque chose comme ça ». Ensuite, l'auteur montrait à Stan ses pages dessinées et écrites, et Stan ajoutait quand même les vrais éléments de langage. Il écrivait les bulles de dialogue. Donc si on se base sur ça, on peut dire que c'est finalement pas Stan qui était à l'origine de la trame narrative, ni de la construction de l'intrigue en elle-même. Mais le problème, c'est que sur les BD, Stan, il s'attribuait toute la conception. Il y avait toujours écrit par Stan Lee et dessiné par X ou Y. Dans les années 80, Jack Kirby, il a décidé de s'exprimer et il a commencé à dire aux journalistes que c'était lui le vrai créateur des personnages. Faut savoir que la majorité des auteurs étaient freelance, donc ils écrivaient depuis chez eux, ils étaient très mal payés, et ces dessinateurs, ils étaient uniquement payés pour la partie illustration. Ce qui est pas tout à fait juste, parce qu'ils avaient vraiment un rôle dans la conception de l'histoire au global. Mais en fait, le truc qui est marrant, c'est que aucune personne qui bossait ces Marvel aurait pu parier à aucun moment que les comics sur lesquels ils bossaient auraient eu un impact culturel aussi énorme. Et surtout que ça vaudrait un jour des milliards de dollars. Donc c'est sans doute ce qui a fait que les autres auteurs se battaient pas vraiment pour avoir de la lumière. Cette méthode Marvel qui encourage la création et l'imagination des gens avec qui ils bossent, elle peut être contestable pour des questions d'attribution de la paternité des œuvres, mais n'empêche qu'elle est finalement très efficace, puisqu'elle a eu un impact considérable sur la pop culture américaine et occidentale. Donc même si Stan Lee est pas forcément le créateur, en tout cas c'est certain que c'est un rédac-chef et un éditeur de talent. Il faut savoir que Marvel a pas toujours été cool avec Stan Lee non plus. Il y a eu notamment un procès en 2002 parce que Stan avait signé un contrat dans lequel il était stipulé qu'il devait toucher 10% des bénéfices sur les adaptations audiovisuelles, et au moment de la sortie de Spider-Man, qui a quand même fait la bagatelle de 825 millions de dollars de revenus, Stan Lee a donné une interview dans laquelle il explique ne rien avoir touché du tout. Et donc à ce moment-là, il fait un procès à Marvel, ils finissent par trouver un accord et Stan Lee va toucher 10 millions de dollars. Et ça paraît énorme, mais je vous assure que sur les recettes de ce film et surtout des suivants,
c'est rien du tout. Créativement parlant, il faut pas minimiser son rôle, parce que quoi qu'il en soit, c'est quand même lui qui écrivait les dialogues, mais c'est marrant de noter que ce processus créatif, il est très difficile à démêler, et c'est possible que dans l'histoire, on ait écrasé un peu les autres contributeurs. Et si ce genre de vidéo sur les secrets derrière l'industrie culturelle vous intéresse, allez voir ma vidéo sur Sega.